Eh bien, chers amis, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission. Il nous en reste 3 ce soir, demain et jeudi. Autant vous dire que notre lecture avance bien. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous. Vous êtes déjà 19 en ligne, ça fait plaisir. Comme vous le voyez sur ce bandeau en train de défiler tout en bas de l'écran, le livre intégral en version française est désormais disponible. C'est gratuit, profitez-en. Et l'adresse, vous la lisez comme moi, https://sh.brest.boz/tmds. TMDS qui veut dire The, devinez quoi? Je vous laisse deviner, The Most Dangerous Superstition. Donc vous avez désormais ce livre en téléchargement gratuit et vous obtenez, après téléchargement, eh bien, ce magnifique document. On en est très fiers parce on y a passé non seulement des heures, mais on y a mis beaucoup de cœur et de technicité pour rendre ce document que vous voyez actuellement défiler à l'écran navigable. Et puis, vous le voyez, notre persévérance, eh ben, je l'espère avantageuse, puisque là, vous voyez les numéros de toutes les émissions que nous avons produites et auxquelles certains d'entre vous ont participé dès le départ. Vous voyez, ça va de 1 à 20 et on est arrivé aujourd'hui à la 18e. Ça n'est pas rien. Et ce document, il est navigable, c'est-à-dire que si vous cliquez sur 18 dans la première colonne du tableau, vous arrivez immédiatement le mardi 29 août, jour d'aujourd'hui, pour cette première, comment dirais-je, cette première version. Les autres l'auront en replay, mais cette première tout court émission avec le lien qui va bien sur YouTube. Et on va aborder un sujet auquel, je l'espère, seront sensibles tous les parents qui se posent de nombreuses questions à propos de l'éducation de leurs enfants et en particulier qu'est-ce qui se passe si je donne une éducation non autoritaire, pour ne pas dire comme le livre anti-autoritaire, à mes enfants. Alors, un petit tour sur le chat pour voir ce qui s'y passe. En tout cas, je vous salue toutes et tous. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Et puis, je vous rappelle que une de nos marques de fabrique s'appelle la lecture à haute voix et ça consiste à prendre des notes tout au long de la lecture. Alors, servez-vous du chat pour le faire, postez les mots, les expressions employées et ça correspond à l'étape 2 de ce lecture à haute voix. Alors maintenant que vous avez, comme vous l'indique le bandeau du bas qui défile, et également, comme vous l'indique ce message à l'écran, eh bien, maintenant, comme vous avez la possibilité de télécharger ce livre, n'hésitez pas à le faire pendant l'émission et dites-nous si vous avez pu le récupérer. Et une fois que vous l'aurez, eh bien, n'hésitez pas à appliquer à la lettre cette lecture à haute voix pour vous rendre compte par vous-même qu'est-ce que vous retirez de vos lectures. Est-ce que ça vous donne un argumentaire plus musclé, plus articulé face à tous les détracteurs qui ne sont pas forcément des détracteurs entre guillemets volontaires, mais des détracteurs du fait du conditionnement de leur mental, pour ne pas dire de leur endoctrinement. Et évidemment, ça fait jamais plaisir de vous entendre dire que vous êtes endoctriné, mais pourtant, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, y compris votre serviteur. Alors bonsoir César, merci de te manifester. On t'a vu également apparaître lors de notre belle manifestation à propos de la réinstallation d'une cabine téléphonique. C'est l'illustration même du livre hein, qui montre que si les citoyens veulent créer des services qui autrefois en tout cas étaient fournis entre guillemets par l'État, quoique les cabines téléphoniques c'était plutôt France Télécom, mais enfin
ils peuvent tout à fait prendre leur destin en main en s'organisant. Là, il s'agit de l'association Curune, qui a remis en place dans la bourgade de Saint-Cadou dans le Finistère, eh bien, une cabine téléphonique pour bien montrer que le progrès imposé, eh bien, on peut y échapper en s'organisant, puisque le progrès imposé, c'est de retirer toutes les cabines au motif que maintenant tout le monde devrait avoir un smartphone, et puisque tout le monde devrait avoir un smartphone, il est légitime d'installer des antennes 4G et bientôt 5G au fin fond des campagnes et en bordure des champs de moutons et autres. Je reviens donc à notre sujet pour vous montrer l'état dans lequel nous sommes par rapport au sommaire aujourd'hui. Et le sommaire, vous l'avez maintenant sous les yeux. Vous voyez que c'est pas sans fierté que nous abordons cette émission du 18 août avec 3 thèmes que nous allons traiter aujourd'hui, qui sont l'éducation anti-autoritaire à mi-chemin et puis le chemin vers la justice. Donc l'éducation anti-autoritaire à mi-chemin, le chemin vers la justice. Alors qu'est-ce que ça donne dans notre texte? Eh ben, le texte, on va le lire ensemble, au moins pour ces 2 ou 3 premiers paragraphes, et je vous encourage à prendre des notes et à les poster tout simplement directement sur le chat pour qu'on se rende compte qu'il y a un effet en quelque sorte miroir, un effet retour, en tout cas que ça s'intègre dans vos esprits. Alors vous notez aussi bien des mots, des expressions employées, il ne s'agit pas évidemment de retaper le texte, hein, on s'en doute, il s'agit simplement de capter, de muscler notre faculté d'attention. Alors, l'éducation des enfants est si souvent basée sur l'autoritarisme, dites-moi ce que vous en pensez, que beaucoup ne peuvent même pas imaginer à quoi ressemblerait une éducation non autoritaire. Il est important de distinguer l'effet que la perte de la superstition de l'autorité aurait sur l'éducation des enfants. Cela ne signifierait pas que les parents ne mettraient aucune restriction à ce que les enfants peuvent faire, ni que les parents contrôleraient les enfants contre leur volonté dans de nombreuses situations. Mais cela changerait radicalement l'état d'esprit des parents et des enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu comme expression? Moi, j'ai entendu cela changerait radicalement l'état d'esprit des parents et des enfants. Voilà, donc une des expressions employées, un paragraphe assez court, alors profitez-en, plus facile de se souvenir du contenu. Évidemment, la moindre des choses, c'est de retenir on a parlé en quelques lignes de l'éducation des enfants, et en se posant cette question, puisque la plupart des éducations, malheureusement, sont basées sur l'autoritarisme, eh bien, qu'est-ce qui se passerait si l'éducation n'est plus basée sur l'autoritarisme? Voilà, donc en fait, il s'agit de mesurer l'effet de la perte de la superstition de l'autorité. Alors une expression peut-être à bien retenir, effet de la perte de la superstition de l'autorité. Voilà pour ce premier paragraphe. Dites-moi si vous allez bien, si vous êtes content de ces avancées dans ce livre, parce que je vous rappelle que là, on a abordé une partie depuis plusieurs émissions absolument essentielle, puisque où est-ce qu'on en est pour le sommaire? On va le retrouver, puisque vous voyez, ça fait déjà quelques émissions qu'on est dans la partie 4 du livre, ça date du 17 août, La vie sans superstition. Alors, c'est vraiment la partie qui donne, non pas en creux, mais en plein ce que serait cette vie sans superstition. Les 3 parties d'avant décrivaient, eh bien, quel est ce monde que nous vivons, qui est un monde avec superstition. Une superstition qui consiste à croire aveuglément dans la nécessité d'un gouvernement et en 3 mots, de croire en substance que s'il n'y avait plus de gouvernement, ça serait un chaos absolu, que plus aucune vie serait possible et qu'on serait à la merci de tous les méchants de cette planète. Alors, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que c'est exactement l'inverse, que ce monde avec ses gouvernements consiste essentiellement à nous priver de toute liberté et de toute autorité intérieure. Alors, vous voyez que la vie sans superstition, on a abordé la solution, très important, je vous encourage à y retourner. La réalité telle qu'elle est, quand on veut bien la regarder, bah, c'est une anarchie au sens absolument positif du terme et non pas dénigré. La peur de la liberté, beaucoup d'entre nous ont cette peur latente, et puis voir un monde différent. Ensuite, on a abordé dans l'émission 15
que c'est qu'un monde sans règles, penser différemment, parler différemment, enseignement de la morale vs versus donc enseignement de l'autorité, pas de plan directeur. Dans l'émission numéro 16, on a abordé Tu te gouvernes, je me gouverne, une autre société, des règles d'un autre type, une organisation sans autorité. Puis dans la 17, la défense, c'est-à-dire comment se défendre aussi bien au niveau national qu'au niveau individuel sans autorité, des mesures de dissuasion et d'incitation, et puis l'anarchie en action. Et comme on a commencé à l'entamer aujourd'hui, eh bien, on est en train de parler maintenant de l'éducation anti-autoritaire. Alors, paragraphe 2, de nos jours, la plupart des gens considèrent qu'enseigner le bien et le mal aux enfants et leur apprendre à obéir, alors, retenez bien cette phrase-là, c'est la même chose. Alors, d'un côté, enseigner le bien et le mal aux enfants et ça serait la même chose, il y aurait une équivalence entre apprendre à obéir et enseigner le bien et le mal aux enfants. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette affirmation. En tout cas, selon l'auteur, la plupart des gens considèrent que enseigner le bien et le mal aux enfants et leur apprendre à obéir, c'est la même chose. On commence à voir où est le virus, si je puis dire. Cependant, un parent peut ordonner à un enfant de faire quelque chose de mal, tenez bien compte de cela, aussi facilement qu'il peut lui ordonner de faire quelque chose de bien. Contrairement à ce qu'enseigne l'éducation autoritaire, le fait qu'un parent ait donné un ordre n'en fait pas automatiquement une bonne chose et l'enfant n'est pas obligé d'obéir. Si par exemple un parent ordonne à son enfant de voler à l'étalage, l'enfant n'a aucune obligation morale de le faire et sa désobéissance serait parfaitement justifiée, bien que probablement dangereuse. Bien sûr, l'enfant pourrait ne pas comprendre que voler est mal si ses parents lui ont dit de voler. Donc, fin de ce deuxième paragraphe. Alors, je pense qu'il faut au minimum noter dans votre restitution que, contrairement à ce qu'enseigne l'éducation autoritaire, non, c'est pas là que je voulais en venir, mais euh, enseigner le bien et le mal serait la même chose qu'enseigner à obéir. Alors, je vais marquer cette expression, enseigner le bien et le mal. Et puis on aurait ce symbole équivalent en maths, là, ça serait, alors je vais faire simple, je vais mettre égal, apprendre à obéir. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette sorte d'équation. Voilà, est-ce que c'est la même chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'en retirer de ce deuxième paragraphe? Et puis, on vous donne l'exemple que bah, si un parent donne comme ordre à son enfant de voler dans un magasin, eh bien, en fait, il n'a aucune obligation morale de le faire, l'enfant, et sa désobéissance serait parfaitement justifiée. Alors, abordons maintenant le troisième paragraphe. D'autre part, un parent peut imposer à son enfant une restriction nécessaire et justifiée que l'enfant n'aime pas et ne croit pas justifiée. Dans les deux cas, l'enfant n'est obligé de faire que ce qu'il juge bon. L'alternative serait qu'il a l'obligation morale de faire ce qu'il juge mauvais, ce qui est impossible. Et c'est là que réside la différence. Le parent autoritaire enseigne à l'enfant, alors notez bien, ça va être des choses à restituer de ce paragraphe. Le parent autoritaire, donc, enseigne à l'enfant que l'obéissance en soi est un impératif moral. L'obéissance en soi est un impératif moral, quel que soit le commandement. Par exemple, parce que je suis ton père et que je l'ai dit. Le parent non autoritaire peut également imposer des restrictions à l'enfant, mais il n'exige pas que l'enfant les aime et ne prétend pas que ces restrictions sont justes, simplement parce que le parent les a imposées. En d'autres termes, le parent non autoritaire peut voir la nécessité, parce que l'enfant n'a pas encore les connaissances ou la compréhension nécessaires pour faire tous ses propres choix, d'imposer certaines restrictions à un enfant concernant l'heure du coucher, l'alimentation, etc. Mais il ne prétend pas que l'enfant a une obligation morale d'obéir sans poser de questions. Plutôt l'enfant peut apprendre la raison de la règle, plutôt il peut comprendre pourquoi faire ce que disent ses parents est bénéfique pour lui. Bien sûr, cela n'est pas toujours possible, surtout lorsque les enfants sont très jeunes. Le parent qui empêche l'enfant de manger une boîte de bonbons profite à l'enfant qui n'a pas encore assez de compréhension ou de maîtrise de soi pour servir ses propres intérêts. Mais enseigner à l'enfant qu'il doit se sentir moralement obligé de respecter les règles qui lui semblent injustes, inutiles, stupides ou même blessantes, simplement parce que l'autorité le lui a demandé, c'est lui enseigner
C'est lui enseigner quoi? Eh bien, la leçon la plus dangereuse qui soit, qu'il est moralement obligé de supporter des choses injustes, inutiles, stupides et blessantes si elles sont faites par l'autorité. Alors, un petit résumé de ce paragraphe plus conséquent. Vous voyez la différence, qu'il importe de comprendre. L'enfant n'est pas obligé de faire ce qu'il juge bon. Alors ça, c'est dans les 2 cas. L'alternative serait qu'il a l'obligation morale de faire ce qu'il juge mauvais, ce qui est impossible. Ça, c'est le début du paragraphe et ça enchaîne en disant: «Et c'est là que réside la différence». Alors, écoutez bien la différence. Le parent autoritaire enseigne à l'enfant que l'obéissance en soi est un impératif moral, ça c'est le parent autoritaire, quel que soit le commandement, alors que le parent non autoritaire peut également imposer des restrictions à l'enfant, mais il n'exige pas que l'enfant les aime et ne prétend pas que ces restrictions sont justes simplement parce que le parent les a imposées. Quatrième paragraphe. Pour éviter de transmettre la superstition de l'autorité, les parents ne devraient jamais citer entre guillemets, «parce que je l'ai dit», comme raison pour laquelle un enfant devrait faire quelque chose. Le parent doit exprimer qu'il a des raisons rationnelles pour les restrictions, même si l'enfant ne peut pas encore comprendre ces raisons. En d'autres termes, la justification des règles n'est pas que les parents ont le droit d'imposer par la force toutes les règles qu'ils veulent à leurs enfants, mais que les parents, espérons-le, ont tellement plus de compréhension et de connaissances que les enfants, que les parents doivent faire de nombreux choix à la place de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne capable de faire ses propres choix. Fin de ce paragraphe. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur le chat, vous savez à quel point cette interactivité est importante pour nous et nous est chère. Et puis n'hésitez pas à poster les mots, les expressions employées. Alors, paragraphe suivant, plus importante est la manière dont un parent contrôle le comportement de son enfant à l'égard des autres. Plus importante encore est la manière dont un parent contrôle le comportement de son enfant à l'égard des autres. Il est extrêmement important d'enseigner à un enfant qu'il est intrinsèquement mauvais de blesser intentionnellement une autre personne, sauf si cela est nécessaire pour défendre un innocent. Mais si au lieu de ce principe, le parent enseigne «obéis-moi», puis ordonne à l'enfant de ne pas frapper les autres, il a enseigné à l'enfant l'obéissance, mais pas la moralité. Est-ce que vous sentez la différence, les amis? Le parent autoritaire va enseigner l'obéissance et le parent non autoritaire va enseigner la moralité. Si l'enfant s'abstient de frapper les autres, non pas parce qu'il comprend que c'est mal, mais seulement parce qu'on lui a dit de ne pas le faire, il fonctionne comme un robot amoral et n'a rien appris sur ce qu'est un être humain. Le résultat pratique à court terme peut sembler identique, c'est-à-dire que l'enfant s'abstient de frapper les autres, mais les leçons apprises sont très différentes. Lorsque l'enfant à qui l'on a simplement appris à obéir grandit et qu'une autre autorité lui dit qu'il doit faire du mal aux autres, il est presque certain qu'il le fera parce qu'il a été formé à faire ce que l'on dit, ce qu'on lui dit de faire. En revanche, l'enfant à qui l'on a appris à respecter les droits d'autrui et à qui l'on a enseigné les principes de la propriété de soi et de la non-agression, notez bien ces 2 principes, propriété de soi et non-agression, eh bien cet enfant n'abandonnera pas ces principes à la légère, simplement parce que quelqu'un qui se réclame de l'autorité lui dit de le faire et je vous renvoie évidemment à l'expérience de Milgram. Alors dites-moi comment tout cela vous parle et puis confirmez-moi s'il vous plaît si le son vous parvient correctement. Dans le paragraphe suivant, on va voir que les enfants apprennent par l'exemple. On est toujours dans alors je suis en train de chercher où est mon sommaire, mais je vais retrouver. On est toujours dans cette partie du sommaire qui s'appelle «L'éducation anti-autorité». Merci César de confirmer si je comprends bien, c'est oui, le son est OK, génial. Et donc, on en arrive à ce paragraphe tout aussi important, à savoir que les enfants apprennent par l'exemple. Si un enfant voit ses parents agir toujours comme des sujets inconditionnels d'une classe dirigeante,
il apprendra à être un esclave, un mot qu'on a entendu également fréquemment dans ce bouquin, ce qui fait que ça renvoie au fait que ceux que nous appelons nos gouvernants, nos décideurs ou notre gouvernement, eh bien, tiennent la place du maître. On voit que la relation maître-esclave, contrairement aux apparences, n'a jamais disparu. Elle a simplement pris des formes, je ne sais pas s'il faut les appeler plus élégantes, en tout cas différentes. Donc, si un enfant voit ses parents agir toujours comme des sujets hein, inconditionnels d'une classe dirigeante, il apprend à être un esclave. Si au contraire les parents montrent dans leur vie quotidienne comment utiliser et suivre son propre cœur et son propre esprit, l'enfant apprendra à faire de même. L'enfant doit comprendre qu'il est de son devoir non seulement de suivre les règles pour être une bonne personne, mais aussi de découvrir par lui-même, ça c'est très important, quelles sont les règles pour être une bonne personne. Et là, on peut s'inspirer de tout ce qu'on peut entendre de Marc Passio dans sa série de conférences sur la loi naturelle. Et comme vous le verrez dans la dernière émission, donc jeudi, je mettrai des petits extraits de ces conférences. Eh bien, vous verrez que ces conférences sont une sorte de, euh, comment dirais-je, de transmission orale de tous les principes clés du livre que nous sommes en train de lire et vous allez voir à quel point on les comprend mieux lorsqu'on a lu le livre que Marc Passio nous recommande lui-même de lire, enfin les 2 livres plus exactement, hein, je fais une petite parenthèse, qui sont, ce livre-là, La fin du mal de Jérémie Locke. Je vous rappelle qu'il est aux alentours de 5 € sur différentes, comment dirais-je, magasins en ligne, que ce soit Amazon ou d'autres. Et puis, le deuxième livre recommandé est évidemment le présent livre, The Most Dangerous Superstition. Alors, on a mis toute notre attention dessus. Alors, c'est vrai que ça passe très vite dans la conférence. Il faut avoir une bonne oreille pour entendre le nom de l'auteur, Larken Rose, comme vous l'entendrez jeudi prochain. Eh bien, je vous mettrai l'extrait des conférences de Marc Passio dans lesquelles il mentionne ces ouvrages essentiels. Et donc, ne trouvant pas la version française disponible sur internet, bah, on a décidé de la créer et de la produire, d'où ce document que vous avez actuellement sous les yeux. Alors, on en était à les enfants apprennent par l'exemple et l'enfant doit comprendre qu'il est dans son devoir non seulement de suivre les règles pour être une bonne personne, mais aussi de découvrir par lui-même quelles sont les règles pour être une bonne personne. Mais donc voilà, fin, point. Les normes auxquelles un propriétaire de soi, les normes auxquelles un, en placé entre guillemets, propriétaire de soi se conforme, peuvent encore être qualifiées de règles, mais la valeur de ces règles ne vient pas du fait qu'une autorité les a édictées, donc autrement dit, ne vient pas de l'extérieur, mais parce que l'individu croit que ces règles décrivent un comportement intrinsèquement moral. Et comment il le croit, eh ben, en apprenant à écouter sa conscience, les amis. Cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur ce qui est moral, bien qu'il y ait un large consensus sur certains principes de base. Même si le comportement de chaque personne est guidé par sa propre compréhension imparfaite et incomplète du bien et du mal, les résultats globaux seraient considérablement améliorés par rapport à l'alternative autoritaire dans laquelle des personnes fondamentalement bonnes font des choses qu'elles savent être mauvaises parce qu'elles se sentent obligées de faire tout ce que l'autorité leur dit de faire, comme l'ont démontré les expériences de Milgram. Alors, je vous rappelle que dans ce livre, ces expériences de Milgram sont particulièrement bien décrites dans l'émission. C'est facile à retenir parce que c'était le 1er août, donc je fais un petit retour en arrière de nos émissions pour vous montrer que l'auteur y a consacré plusieurs paragraphes tout à fait édifiants. Dans l'émission numéro 6, vous voyez les expériences de Milgram. Et là, vous allez trouver beaucoup d'arguments pour comprendre que enseigner la soumission à l'autorité à vos enfants est la pire des choses que vous puissiez faire. Et je suis persuadé que beaucoup de parents sont encore convaincus que l'éducation consiste essentiellement à rendre les enfants obéissants, soi-disant, pour qu'ils soient des êtres sociaux. Mais ce n'est pas forcément ça, être un être social, qu'on se le dise. Donc je reviens
à notre émission. Vous voyez qu'on a bien avancé depuis celle du 1er août, puisqu'on est arrivé aujourd'hui à la 17e, 18e émission, émission du mardi 29 août. Alors, là où on en était, il s'agit donc de parler que les enfants apprennent par l'exemple. Est-ce qu'on avait fini ce paragraphe? Non, pas encore. On est en train de dire que cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord sur ce qui est moral, bien qu'il y ait un large consensus sur certains principes de base. Mais même si le comportement de chaque personne est guidé par sa propre compréhension imparfaite et incomplète du bien et du mal, hein, c'est un petit rappel, les résultats globaux seraient considérablement améliorés par rapport à l'alternative autoritaire dans l'expérience dans laquelle des personnes fondamentalement bonnes font des choses qu'elles savent être mauvaises parce qu'elles se sentent obligées de faire tout ce que l'autorité leur dit de faire, comme l'ont démontré les expériences de Milgram, ce qui vous renvoie à l'émission numéro 6, les amis, du 1er août. Je vous rappelle que toutes ces émissions sont disponibles en replay et que lorsqu'on en aura terminé jeudi soir, eh bien, on aura donc produit 20 émissions qui permettront à ceux qui souhaitent avoir une version audio de ce livre, eh bien, de l'obtenir, à ceci près qu'elles auront évidemment des commentaires qui peuvent un peu nuire pour certains à leur envie d'avoir le texte pur, mais c'est notre choix pour obtenir ce que nous appelons ici une lecture active et interactive. Alors, on va terminer ce premier thème concernant cette éducation anti-autoritaire que vous voyez actuellement à l'écran par le dernier paragraphe. Et ce dernier paragraphe, encore une fois, bien que de nombreuses personnes supposent à tort qu'une société sans autorité centralisée et réglementée signifierait chacun pour soi, la coopération et les accords de groupe ne nécessitent pas d'autorité et les enfants qui passent leurs années de formation à apprendre à interagir avec différentes personnes de tous âges sur une base mutuellement volontaire, au lieu d'apprendre à faire aveuglément ce qu'on leur dit, sont bien mieux équipés pour nouer des relations et s'engager dans des efforts conjoints fondés sur l'accord, le compromis et la coopération. Alors une longue phrase, mais dans laquelle il y a beaucoup évidemment d'informations. Cette interaction volontaire, une expression à noter, interaction volontaire, peut avoir lieu entre deux personnes ou entre 2 millions de personnes. Même la liberté limitée dont jouissent les Américains a démontré que même des industries extrêmement complexes peuvent reposer entièrement sur la participation volontaire et la coopération de toutes les personnes concernées. L'histoire a également démontré que dès qu'une méthode d'organisation basée sur un contrôle centralisé et coercitif est utilisée, comme c'est le cas dans une soi-disant économie planifiée, la productivité s'effondre et la pauvreté et l'esclavage font leur apparition. Pourtant, la plupart des enfants sont encore élevés dans des environnements autoritaires sous prétexte que cela les préparera au mieux à la vie dans le monde réel. En réalité, cela ne les prépare, écoutez bien, qu'à une vie d'esclavage. Alors, c'en est fini de ce paragraphe sur, plutôt ce thème de cette émission sur l'éducation anti-autoritaire. On va maintenant aborder le thème suivant qui s'appelle À mi-chemin. Alors, manifestez-vous sur le chat, ceux qui nous ont rejoints. Alors, c'est vrai que le compteur saute pas mal depuis le début. Ça tombe à 7, ça remonte à 15. Bref, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat pour qu'on puisse compter les plus persévérants d'entre nous et accueillir ceux qui peut-être viennent faire une incursion par curiosité dans notre émission. Alors, à mi-chemin, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans tout groupe de personnes ayant abandonné le mythe de l'autorité, qu'il s'agit d'un petit groupe d'amis, des habitants d'une ville ou de la population d'un continent entier, la fréquence et la gravité des conflits violents et des actes d'agression au sein de ce groupe seront considérablement plus faibles qu'ailleurs, où la plupart des gens, par le biais du vote et d'autres actions politiques, prônent et perpètrent régulièrement l'agression. Cependant, même si les membres d'un tel groupe n'ont pas grand-chose à craindre les uns des autres, ils devront probablement faire face à des actes d'agression de la part de ceux qui, à l'extérieur du groupe,
adhère encore à la croyance en un gouvernement. Donc là, on voit des explications sur la période de transition. Un individu dont l'esprit a été libéré, mais qui vit toujours dans une société en proie à l'illusion de l'autorité, risque consciemment d'être la cible d'une agression autoritaire. Être libre dans son esprit, comprendre le concept de propriété de soi, concept très important, les amis, n'entraîne pas nécessairement la liberté physique. Cependant, cela peut faire une énorme différence positive en ouvrant d'innombrables nouveaux moyens par lesquels les gens peuvent essayer de faire face, d'éviter ou même de résister aux tentatives autoritaires de les contrôler. Alors, parmi les expressions employées, eh bien, on retient généralement bien les dernières tentatives autoritaires de nous contrôler. Ça, ce paragraphe exprime ce qui peut se passer dans une période transitoire. Parmi les expressions employées, il y a l'illusion de l'autorité, placée entre guillemets. Je vous épargne les guillemets dans la restitution. Parmi les expressions employées, il y a également énorme différence positive. Voilà, en tout cas, en résumé, il y a de nombreux moyens de faire face à cette période transitoire où certains seront encore dans l'illusion de l'autorité et puis, beaucoup, auront, déjà ouvert les yeux et c'est tout notre objectif de ces lectures soir après soir, c'est, d'agrandir le cercle de ceux qui veulent bien ouvrir les yeux ou qui sont prêts à les ouvrir. Tout ça étant souvent le fruit d'un cheminement assez important qui passe par, pour la plupart, un certain nombre de déceptions, d'illusions, pour ne pas dire de grandes souffrances. Et donc, dites-moi si vous êtes d'accord un petit peu avec la présentation que j'ai faite de ce livre aujourd'hui dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna, dans laquelle il s'agissait de mettre une sorte d'accroche du livre. Alors, on peut faire une espèce d'accroche créative, les amis, c'est-à-dire, vous pourriez poster vos idées. Alors, en attendant mieux, voici l'accroche que j'en ai faite actuellement. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Là, je sors un petit peu du livre pour l'instant. Eh bien, je note quelques éléments que tout un chacun peut noter. Corruption sans précédent de nos gouvernements, violence contre nos concitoyens, abandon de nos fleurons technologiques, guerre contre les peuples, guerre ouverte, on pourrait-on dire maintenant, contre les peuples, dévastation de la planète, inversion des valeurs, mensonges en tout genre, médias de propagande, contrôle social de plus en plus oppressant, privation des libertés essentielles, un livre essentiel, ça fait une redite, et sans concession à lire pour comprendre la cause, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de lire, les amis. Alors, on en était à mi-chemin, à savoir l'individu qui s'enorgueillit d'être un citoyen respectueux des lois n'a qu'un seul moyen d'essayer d'atteindre la liberté, qui n'est presque jamais efficace. Alors ça, c'est une expression que j'ai retrouvée dans la bouche d'Étienne Chouard. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois, je me demande s'il a lu ce livre. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'arriver à le joindre d'une manière ou d'une autre pour lui demander si c'est une source d'inspiration pour lui. Mais en tout cas, l'expression que j'ai entendue dans la bouche même d'Étienne Chouard, c'est supplier ses maîtres de changer leurs lois. En revanche, celui qui comprend qu'il est propriétaire de lui-même, qu'il ne doit d'allégeance à aucun maître supposé, qu'il n'a besoin d'aucune permission législative pour être libre, a beaucoup plus d'options. Et plus il y a de gens qui ont échappé à la superstition, plus il est facile d'éviter ou de résister. Par exemple, même un petit nombre de propriétaires autonomes peut créer des canaux commerciaux qui contournent les contrôles habituels et les systèmes d'extorsion imposés par les gouvernements. Fin de ce paragraphe. Alors, dites-moi les mots, les expressions employées, qu'est-ce qui vous parle, ou vos réflexions à l'écoute de tout ça? Alors, on a noté, hein, vous l'avez encore sous les yeux, l'expression citoyen respectueux des lois.
avec les conséquences que ça a. Si on est un citoyen respectueux des lois, eh bien, on n'a qu'un seul moyen de changer, ce qui nous convient pas, c'est de supplier nos maîtres de changer leurs lois. Est-ce que c'est vraiment ça pour vous la liberté, les amis? Et puis, là, il y a l'expression importante, est-ce que vous voulez être propriétaire de vous-même, oui ou non? Il faut trancher. Propriétaire de lui-même. Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez être propriétaire de vous-même en vous en remettant au bon vouloir de vos décideurs et de vos gouvernants? On a vu également dans ce paragraphe l'expression permission législative. Et il est clair que, conclut le paragraphe, plus il y aura des gens qui ont échappé à la superstition, plus il est facile d'éviter ou de résister. Alors, notez cette expression échapper à la superstition qui passe évidemment par une prise de conscience et j'espère que nos émissions peuvent apporter une contribution dans cette direction. Et dans la dernière ligne, on a parlé de propriétaires autonomes. Alors ceux qui feront l'expérience d'avoir un petit carnet, d'imprimer le livre maintenant et d'en faire, des petits résumés dans ce carnet, bah, ça serait intéressant de faire une émission en collaboration à plusieurs, parce que vous savez que le logiciel que nous utilisons permet éventuellement de faire une émission à plusieurs. Mais encore faut-il que chacun, ait fait vraiment, l'effort de digérer, de lire ce livre, avec attention, de le comprendre. Alors, on arrive au paragraphe suivant, toujours alors à mi-chemin, on commence à comprendre, hein, ce que veut dire, ce thème qui se trouve après l'éducation anti-autoritaire. Vous voyez, à mi-chemin, ça veut dire une société, qui a fait la moitié du chemin, c'est-à-dire il y a encore des gouvernements, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ont pris conscience et ouvert les yeux sur l'importance de se gouverner soi-même, d'être propriétaire de soi. Alors du coup, nous voici au paragraphe 2 ou 3, je ne sais plus les compter. Ironiquement, cette forme entièrement légitime et morale d'interaction volontaire est souvent qualifiée, alors ça c'est l'ironie de l'histoire, de marché noir ou de commerce clandestin, alors que le système habituel d'agression, de coercition et d'extorsion est considéré comme légitime et juste par les adeptes du gouvernement. Une expression que vous pouvez noter dès maintenant dans le chat, les adeptes du gouvernement. En réalité, la légitimité d'un commerce ou de toute autre interaction humaine ne dépend pas du fait qu'une autorité en ait connaissance et le contrôle, comme l'implique le concept de marché noir, mais dépend uniquement du fait que ce qui se produit est mutuellement consensuel. Voilà encore un autre mot à noter, consensuel. Vous pouvez poster, comme je le fais au fur et à mesure, dans le chat, ça nous aidera beaucoup. Ceux qui comprennent cela peuvent trouver des nombreux moyens de contourner ou de faire échouer les tentatives du gouvernement de les contrôler et de les exploiter de manière coercitive. Il faut bien comprendre que les gouvernements existants n'ont de cesse que de vouloir contrôler leurs citoyens et non pas d'être à leur service. Ceux qui n'ont pas encore compris, je ne sais pas ce qu'il faut leur présenter pour qu'ils puissent ouvrir les yeux, à moins qu'ils soient dans cet endoctrinement du fait que, certes, on vit des horreurs, mais ça serait encore pire s'il n'y avait pas de gouvernement. Donc certains d'entre nous pensent certainement de cette manière-là. J'espère qu'ils vont rejoindre, entre guillemets, notre camp. De nombreux actes d'agression commis au nom de la loi peuvent être évités ou vaincus assez facilement par un nombre relativement restreint de personnes si celles-ci ne se sentent pas automatiquement obligées moralement de faire ce qu'on leur dit de faire. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas. Si le gang appelé gouvernement, vous voyez bien que tous nos gouvernants, sans exception, sont des gangsters. Plus on avance dans le fait que la vérité est de plus en plus exposée, on comprend toutes ces lois liberticides qui sont en train de nous pendre sous forme de censure, sous forme de droits accordés à certaines personnes
pour distinguer le vrai du faux, décréter le vrai et le faux. Évidemment, on comprend bien que ce gouvernement n'est rien d'autre qu'une bande de gangsters. Donc, si le gang, d'où l'expression employée dans le livre, appelé gouvernement, fait quelque chose de bien, c'est d'exercer une force brute, que ce soit sous la forme d'actions militaires ou de maintien de l'ordre, à l'intérieur du pays. Cependant, dans presque tous les cas, la majeure partie du pouvoir exercé par les membres du gouvernement est le résultat non pas d'armes à feu, de chars et de bombes, mais de la perception de leurs victimes, de la perception de leurs victimes, cette perception résultant à l'évidence de ce qu'on appelle couramment la communication, qui n'est rien d'autre que de la propagande. Si 99% d'une population obéit à la classe dirigeante par sentiment d'obligation ou de devoir, les 1% restants peuvent généralement être contrôlés par la force brute avec l'approbation des 99%. Mais si un pourcentage plus important de la population ne se sent pas obligé d'obéir, la force brute nécessaire pour la contrôler devient énorme. À titre d'exemple, de nombreux habitants des États-Unis remettent aujourd'hui environ la moitié de ce qu'ils gagnent en impôts à différents niveaux, et la plupart d'entre eux se sentent obligés de le faire. Mais si une puissance étrangère venait à envahir et à conquérir le pays, il serait tout à fait impossible d'imposer une taxe de 50%, car les gens ne se sentiraient pas obligés, d'un point de vue moral, juridique ou patriotique, de s'y conformer. 200 millions de travailleurs trouveraient 200 millions de façons d'utiliser l'évasion, la tromperie, le secret ou même la violence pure et simple pour éviter ou faire échouer les tentatives des voleurs étrangers d'asservir le peuple. Alors merci pour ta participation, César, qui nous parle d'enfumeurs professionnels. On ne peut pas dire beaucoup mieux, c'est tout à fait vrai. Et merci de nous avoir rejoints, Ized Etuio Giel, je ne sais pas s'il se prononce bien, en tout cas ça fait plaisir de te compter parmi nous, et surtout merci de t'être manifesté. Et donc, toujours dans ce thème à mi-chemin, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul gang capable d'opprimer le peuple américain, mais on peut aisément transposer au peuple français. Aujourd'hui, donc, il n'y a qu'un seul gang capable d'opprimer le peuple américain, et c'est le gouvernement américain. En effet, c'est le seul gang que la plupart des gens imaginent avoir le droit de contraindre et de contrôler, c'est-à-dire de réglementer, de voler et d'extorquer, c'est-à-dire de taxer le peuple américain. Les étatistes, donc les partisans du gouvernement, craignent souvent qu'en l'absence d'un gouvernement fort pour les protéger, une puissance étrangère ne vienne tout simplement prendre le pouvoir. Mais ces craintes ne tiennent absolument pas compte de l'importance du rôle de la perception dans la capacité d'oppression. Un territoire de la taille des États-Unis, habité par 100 millions de détenteurs d'armes à feu, en plus de 200 millions d'autres personnes qui deviendraient probablement détenteurs d'armes à feu en cas d'invasion, serait impossible à occuper et à contrôler par la seule force brute. L'illusion donne de nombreux exemples, pardon, l'histoire donne de nombreux exemples. Par exemple, le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam et les conséquences de la guerre en Irak, montrant que même une armée permanente énorme et technologiquement avancée peut être indéfiniment contrariée par un nombre relativement faible d'insurgés armés. Une terre habitée par des propriétaires autonomes présente un autre avantage considérable. Il leur est littéralement impossible de se rendre collectivement. S'il n'y a pas de gouvernement prétendant représenter la population, et si personne ne prétend parler au nom du peuple dans son ensemble, il n'y a littéralement aucun moyen pour eux d'abandonner sans que chaque individu ne se rende. Sans que chaque individu ne se rende. Alors, petit résumé de ce paragraphe, ça a commencé par le mot gang. Je pense que vous pouvez le noter comme moi dans le chat. Et on a vu l'importance pour les gouvernements d'avoir ce droit de contraindre et de contrôler, qui n'est rien d'autre qu'un droit de réglementer. Donc, je le note, droit de contraindre et de contrôler. Et puis, on a retrouvé l'expression qui vient souvent dans le livre des étatistes, c'est-à-dire ceux qui sont
les partisans de gouvernement. Alors merci d'avoir posté, César, l'expression évidemment gangster. Et puis on a parlé, entre autres choses, de l'histoire qui donne de nombreux exemples. Alors je vais poster le mot «l'histoire», donne de nombreux exemples, dont la guerre, en Irak, la guerre du Vietnam, et puis le ghetto de Varsovie. Voilà quelques expressions employées, dans ce thème à mi-chemin. Un paragraphe plus court, une bonne façon de saisir la réalité de la situation est de considérer la question du point de vue du chef des envahisseurs. Je répète, une bonne façon de saisir la réalité de la situation est de considérer la question du point de vue du chef des envahisseurs. Comment tenter d'envahir et d'occuper de façon permanente une région dont plusieurs millions d'habitants, qui peuvent se cacher n'importe où, peuvent tuer tout ce qui se trouve dans un rayon d'au moins 100 mètres, comme peut le faire n'importe quel chasseur digne de ce nom. Un tyran en herbe aurait bien plus de chances de prendre le pouvoir sur le peuple en se présentant aux élections, obtenant ainsi le droit perçu dans l'esprit de ses victimes de les gouverner et de les contrôler. Donc, pour résumer ce nouveau paragraphe, vous voyez qu'une bonne façon de saisir la réalité de la situation est de considérer la question du point de vue du chef des envahisseurs. Je vais noter cette expression du point de vue. Alors voilà pour cela. Merci pour vos participations sur le chat. Merci Ized et Tuogiel, et donc qui nous postait l'expression violence légitime. Comme si une violence pouvait être légitime. Voilà. Alors, avec cette question posée dans le paragraphe qu'on vient de lire, comment tenter d'envahir et d'occuper de façon permanente une région dont plusieurs millions d'habitants, qui peuvent se cacher n'importe où, peuvent tuer tout ce qui se trouve dans un rayon d'au moins 100 mètres, comme peut le faire n'importe quel chasseur digne de ce nom. Toujours dans ce thème à mi-chemin, on va voir que l'oppression à grande échelle, en particulier depuis l'avènement des armes à feu, dépend beaucoup plus du contrôle des esprits que du contrôle des corps. Ceux qui aspirent à la domination acquièrent beaucoup plus de pouvoir en convainquant leurs victimes qu'il est mal de désobéir à leurs ordres qu'en les convainquant qu'il est simplement dangereux mais moral de désobéir. Peu importe que le peuple se plaigne et proteste, tant qu'il continue d'obéir à la loi, les ordres des politiciens, les tyrans n'ont pas grand-chose à craindre. Tant que leurs tentatives de contrôle et d'extorsion sont perçues comme des actes légaux de l'autorité, et tant que le peuple se sent obligé de s'y conformer, à moins que la classe dirigeante ne modifie ses lois, le peuple restera asservi dans son corps parce qu'il reste asservi mentalement. Très important de le comprendre, les amis. Ironiquement, beaucoup de gens croient encore qu'un gouvernement fort est la seule chose qui puisse protéger le peuple dans son ensemble, alors que la croyance en un gouvernement est en fait la seule chose qui puisse opprimer le peuple dans son ensemble. La force brute seule ne peut y parvenir à grande échelle ou pendant une période prolongée. Même une bande disposant de chars, d'avions, de bombes et d'autres armes n'a pas le pouvoir de contrôler longtemps une population armée, à moins qu'elle n'ait d'abord dupé les gens en leur faisant croire qu'elle avait le droit de les contrôler. En d'autres termes, seule une bande qui se prend pour l'autorité peut s'en tirer avec une oppression et un asservissement de longue durée. Par conséquent, le gouvernement ou la croyance en celui-ci, au lieu d'être essentiel à la protection des droits individuels, n'est essentiel qu'à la violation prolongée et généralisée des droits individuels. Merci de nous avoir rejoints, Benjamin. Je pense que la dernière phrase, on le comprendra, est essentielle effectivement pour tout un chacun. Par conséquent, je la relis, le gouvernement ou la croyance en celui-ci, au lieu d'être essentiel à la protection des droits individuels, n'est essentiel qu'à la violence prolongée et généralisée des droits individuels. Dites-moi si ça vous parle, si vous êtes d'accord avec cette affirmation. On va voir que
l'auteur aime bien, utiliser, l'adverbe ironiquement, puisque précisément, c'est ainsi que démarre le prochain paragraphe et qui sera également le dernier paragraphe pour expliciter ce que pourrait être une situation à mi-chemin, c'est-à-dire une situation dans laquelle il y a encore des gouvernements, mais il y a suffisamment de gens qui ont ouvert les yeux pour remettre en cause la superstition de la croyance dans un gouvernement, eh bien, pour qu'on soit dans une situation que l'auteur qualifie de à mi-chemin. Alors, ironiquement, même la plupart de ceux qui reconnaissent que le gouvernement est la plus grande menace pour la liberté aujourd'hui insistent encore sur le fait qu'un gouvernement d'un certain type est nécessaire pour la protection. La croyance en l'autorité est si forte qu'elle peut convaincre des personnes par ailleurs rationnelles que ce qui les vole, les contraint et les agresse régulièrement est nécessaire pour les protéger du vol, de la coercition et de l'agression. Le fait que le gouvernement ait toujours été un agresseur et n'ait jamais été un simple protecteur, où que ce soit dans le monde et à n'importe quel moment de l'histoire, ne les ébranle pas dans leurs croyances cultes, dans les pouvoirs et les vertus magiques de l'entité abstraite et mythique qu'est l'autorité. Alors, tout ceci est très important à bien comprendre avant de passer au troisième thème de cette émission qui s'appelle le chemin vers la justice. Merci pour tout ce que vous postez, tout à fait. On a vu ça pendant la crise Covid et puis réflexion de pour commencer, disait et tue au gel. En d'autres termes, il faut s'armer pour se protéger contre les gouvernements. C'est exactement ce qui en découle. Et puis, réflexion de Benjamin, la politique subtilise, il n'y a pas d'autre mot, la souveraineté de l'être qui lui donne son consentement et trique et troque, je suppose, sa servitude volontaire contre une sécurité illusoire. Merci, oui, tu avais corrigé dans la ligne suivante. Merci pour votre participation. D'abord, ça permet une respiration qui est bienvenue dans nos émissions. Et puis, je vous rappelle qu'on a le grand honneur et le grand plaisir de vous indiquer que vous pouvez désormais télécharger le livre, comme vous le dit cette bannière, en version maintenant intégrale, grâce au lien que vous voyez actuellement défiler sur le bandeau en bas de l'écran. Donc profitez-en, c'est gratuit, ce qui ne veut pas dire que ça va pas nécessiter un travail tout à fait conséquent, mais qu'en tout cas, c'est avec grand bonheur qu'on a décidé de vous partager le fruit de ce travail. Et comme on le verra dans cette sorte d'avertissement concernant le copyright du livre, dans la 20e émission, eh bien, on verra que l'auteur semble plutôt encourager ce type d'initiative du moment qu'évidemment, elle n'est pas à but lucratif, ce qui est tout à fait notre cas. Je vous rappelle que nos émissions ne sont pas monétisées et que c'est avec grand bonheur qu'on partage avec vous le fruit de nos découvertes. Alors, on peut sans doute l'avoir en anglais, mais là, à vrai dire, je n'ai pas le lien. Ça m'a été téléchargé de manière plus ou moins confidentielle, donc je vous laisse faire vos recherches, mais c'est bien parce qu'on avait une version anglaise. Mais sinon, la version anglaise, c'est aussi un livre que vous pouvez trouver, bien évidemment, sur le site. Alors, je vais vous reposter le lien de l'auteur du livre, hein. Je suis en train de chercher son lien, qui ne devrait pas tarder, si j'arrive à mettre la main dessus. Où est-ce qu'on a mis ça? C'est toujours pareil, on cherche, on cherche. Voilà, je vais vous poster donc le site web en fait de l'auteur et nul doute que vous devriez trouver la manière de vous le procurer en anglais. Je ne sais pas s'il est payant ou pas, mais en tout cas, je vous conseille de vous procurer ce livre, c'est très important. Alors, le chemin vers la justice, vous voyez que ça fait partie de l'émission du jour et que ça va être le troisième thème que nous traiterons aujourd'hui. Alors, ça comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paragraphes. Donc, une émission qui devrait atteindre environ 1 heure
un quart. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous trouvez toujours autant d'intérêt que nous-mêmes à nos émissions. Alors, on arrive donc le chemin vers la justice. N'hésitez pas à poster au fur et à mesure que vous découvrez le livre, vos réactions ou alors les mots et les expressions employées. Ça commence par une première expression que vous pourriez noter, concerne l'expression injustice à grande échelle dans l'histoire. Donc, de nombreuses injustices à grande échelle dans l'histoire se seraient rapidement effondrées, hein, je vous laisse deviner quelques-unes d'entre elles, ou n'auraient jamais commencé si l'autorité n'avait pas toléré et appliqué ces injustices. Les méfaits de l'esclavage, par exemple, sont souvent imputés au racisme et à la cupidité, mais l'autorité a joué un rôle considérable en rendant l'esclavage économiquement réalisable. S'il n'existait pas un vaste réseau organisé de responsables de l'application de la loi, encore une expression à noter, responsable de l'application de la loi, pour capturer les esclaves en fuite et tous ceux qui les aidaient à s'échapper, combien de temps l'esclavage aurait-il perduré? Si la libération des esclaves n'était pas illégale et donc immorale aux yeux des autorités, quelle aurait été l'ampleur et l'efficacité du chemin de fer clandestin? Il n'aurait probablement pas été connu sous le nom de chemin de fer clandestin s'il n'était pas illégal. Donc vous voyez qu'il est une nouvelle fois question d'esclavage et de ce qu'il a permis. Et puis cette expression d'injustice à grande échelle dans l'histoire. Oui, je suis Pierre, puisque vous êtes sur la chaîne YouTube, les amis, sur les pas de Pierre et Léna. Alors, entre autres choses, outre les donneurs, enfin les exécutants plutôt, bah oui, la police et l'armée, plutôt c'est les exécutants, puis il y a les donneurs d'ordre, donc tout ça forme l'autorité. Deuxième paragraphe concernant le chemin vers la justice, le mouvement abolitionniste était composé de personnes qui pensaient que l'esclavage était immoral et qui voulaient que les lois soient modifiées pour déclarer officiellement que l'esclavage était immoral et illégal. Si au lieu de demander une modification des lois, les abolitionnistes libéraient activement les esclaves, la traite des esclaves se serait très probablement effondrée des décennies plus tôt, si tant est qu'elle ait jamais existé. Expédier des esclaves à l'autre bout du monde serait en effet une entreprise très risquée si dès l'atterrissage, votre entre guillemets cargaison pouvait être libérée de force. Le problème est que la plupart des gens pensent que même les lois immorales et injustes doivent être respectées jusqu'à ce que la loi soit modifiée. Cela signifie clairement que la loyauté de ces personnes envers le mythe de l'autorité est plus forte que leur loyauté envers la morale. Notez bien les deux expressions, hein, loyauté envers la morale et loyauté envers le mythe de l'autorité. Cela signifie donc clairement que la loyauté de ces personnes envers le mythe de l'autorité est plus forte que leur loyauté envers la morale et qu'il est plus important pour elles de faire ce que les maîtres leur disent que de faire ce qu'elles savent être juste. Et l'humanité en a beaucoup souffert. Ça vous parle tout ça, les amis? Moi, en tout cas, voilà, j'ai l'impression de vivre un peu toutes les résultats de mes réflexions, presque de toute une vie à cet âge qui est le mien de 68 ans et tout se passe un peu comme si c'est, à l'heure actuelle, le livre que j'avais toujours attendu de lire et les choses que j'avais toujours rêvé d'entendre être mises en forme, articulées entre elles, rationalisées. Et merci pour votre participation donc sur le chat, surtout que ces personnes pensent que ça n'arrive qu'aux autres, bien évidemment. Donc merci, de nous permettre ces respirations si précieuses. Troisième paragraphe pour, ce thème, le chemin vers la justice. La capacité des gens à résister à la tyrannie dépend en grande partie du fait qu'ils acceptent ou non, très important, hein, le mythe de l'autorité. Ceux qui peuvent voir l'injustice commise par le gouvernement, mais qui continuent à croire qu'ils doivent suivre la loi
et travailler dans le cadre du système ne parviendront jamais à la justice. Un paragraphe essentiel. En revanche, ceux qui ne considèrent pas les mégalomanes politiques comme des dirigeants légitimes, ceux qui ne se sentent pas obligés d'obéir à une loi immorale, ceux qui ne ressentent pas le besoin de traiter ce qui est en réalité une classe de parasites, une bande de voleurs et de voyous politiques, comme intouchables, respectables et honorables, ont une bien meilleure façon de vaincre la tyrannie légale. Et la plupart des tyrannies et des oppressions qui se sont produites au cours de l'histoire l'ont été légalement. Est-ce que vous sentez comme moi que chaque paragraphe, ah ben voilà, merci, j'aurais pas su mieux dire, est effectivement un condensé, comme nous le communique Benjamin, un condensé de vérité. Merci d'avoir posté ta réflexion. Très important. Alors en tout cas, c'est vraiment, si ma mémoire me le permettait, j'avoue que je rêverais d'apprendre chaque paragraphe, par cœur. Alors faute d'en avoir, les moyens, je ne sais pas si c'est intellectuel, mais en tout cas de mémoire, je vais tâcher, d'en retenir le plus possible et c'est évidemment ce que je vous incite à faire pour vous-même, puisque, face à tous ces gens qui sont dans des systèmes de croyances qui les enferment, hein, je vous rappelle l'importance, pour ceux qui ne la connaissent pas, de cette carte, dans laquelle vous pouvez distinguer, heu, 4 secteurs: les croyances, les conceptions, qui hélas, par beaucoup d'entre nous, sont à peu près l'équivalent de vérité. Eh bien, ces croyances, comme vous le voyez, engendrent des potentiels, c'est-à-dire des capacités. Évidemment, vos capacités, les miennes et celles des autres, eh bien, déterminent ce que les uns et les autres font, c'est-à-dire leurs actions, leurs comportements. Et nos comportements, comme vous le voyez sur ce schéma, engendrent des résultats et ces résultats viennent renforcer nos croyances. Seulement, comme l'indique le commentaire, dans cette, figure, eh bien, le potentiel que nous mobilisons, donc le carré en haut et à gauche, et les résultats que nous obtenons font partie d'un processus dynamique et c'est là qu'il y a l'essentiel qui commence, c'est ça qu'il faut bien retenir, par une croyance. Autrement dit, la croyance, c'est ce qui pilote tout le reste. Alors, ce schéma est tiré du livre que je vous encourage à lire également, avec le titre «C'est tout un programme», d'Anthony Robbins qui s'appelle «Pouvoir illimité». C'est un best-seller et selon moi, c'est à juste titre. Alors c'est vrai qu'il y a des passages un peu techniques qui peuvent rebuter certains, mais en tout cas, il y a énormément de choses intéressantes dans ce livre. Donc, pour nous remettre dans le contexte de cette émission, on est en train de parler du chemin vers la justice et on est en train d'évoquer ensemble qu'il existe de nombreuses méthodes à la disposition de ceux qui souhaitent résister illégalement à l'injustice et à la tyrannie, allant de la résistance passive au sabotage non violent, en passant par l'assassinat et d'autres formes de résistance forcée. En fonction de la gravité de l'oppression et des valeurs, de la conscience et des convictions de l'individu quant au moment où l'usage de la violence est approprié, s'il l'est, on peut choisir un certain nombre de moyens pour vaincre la tyrannie. Certains essayeront simplement de rester sous le radar en vivant de manière à éviter l'attention des personnes chargées de faire respecter l'autorité. D'autres opteront pour la désobéissance civile ouverte, comme des centaines de personnes fumant ouvertement de la marijuana devant un poste de police. D'autres choisiront une méthode plus active mais non violente, comme crever les pneus des GUS de la police ou détruire d'autres biens utilisés pour commettre des actes d'agression autoritaire. D'autres peuvent choisir la méthode de la résistance ouvertement violente, comme cela s'est produit lors de la Révolution américaine. On a tendance un peu à l'oublier. Donc,
Alors, réflexion disait des Tuogiel, il y en a beaucoup qui, même sans accord, manquent de courage. Tout le monde n'est pas Jean Moulin. Je pense que, bon, d'abord, pour notre part, on s'efforce de. C'est pas toujours facile, je te l'accorde, de ne pas juger les autres, mais de se demander à notre échelle personnelle qu'est-ce que je peux faire encore mieux, comment je peux apprendre davantage à désobéir. C'est vraiment le fond de l'affaire pour être pas, ça n'est pas désobéir pour désobéir, c'est désobéir tout simplement pour être en paix avec sa conscience. Dites-moi si ça vous parle d'être en paix avec votre conscience et ça passe évidemment par une étape intermédiaire qui consiste à apprendre à l'écouter. Alors l'écoute de soi, ça semble quelque chose d'être un peu bizarre pour certains et c'est sans doute un des freins en tout cas qui fait que pour l'instant, on préfère s'entendre dicter d'une autorité extérieure à soi, le bien et le mal, plutôt que de demander à sa conscience son avis sur le bien et le mal concernant les différentes actions que nous sommes amenés à produire dans notre vie. Alors, par analogie, la victime prévue d'un vol, le type non gouvernemental, peut essayer d'échapper au voleur, d'être plus maligne que lui ou même de le tuer s'il faut en arriver là, tout ce qu'il faut pour éviter d'être victime. De même, ceux qui reconnaissent que le mal légal reste un mal et qu'il est toujours justifié de lui résister ne perdraient plus de temps à organiser des élections et à faire pression sur les hommes politiques pour qu'ils modifient la législation. Ils feraient simplement tout ce qui est en leur pouvoir pour se protéger et éventuellement protéger d'autres personnes d'une telle agression, entre guillemets, légale. Au-delà d'un certain point, plus il y a de personnes qui résistent, moins la violence est nécessaire pour le faire. Une phrase essentielle, plus il y a de personnes qui résistent, moins la violence est nécessaire pour le faire. Si une police locale compte une douzaine d'agents des stupéfiants, des personnes dont le travail principal consiste à commettre des actes d'agression contre d'autres personnes qui n'ont commis ni violence ni fraude, et plusieurs centaines de civils, qu'ils sachent qu'ils estiment avoir le droit d'utiliser tout ce qu'il faut, y compris la force meurtrière pour mettre fin à toute agression légale, y compris la force meurtrière pour mettre fin à toute tentative d'enlèvement, la violation de domicile ou d'actes d'agression similaires commis par des agents de stupéfiants, les agresseurs, la police, s'ils n'avaient pas de gang autoritaire plus important à qui demander de l'aide, une très longue phrase, abandonnerait tout simplement pour éviter d'être exterminé. Abandonnerait tout simplement pour éviter d'être exterminé. L'effet dissuasif qui fonctionne contre les criminels privés peut fonctionner tout aussi bien contre les criminels gouvernementaux. On a parlé un peu plus haut de cet effet dissuasif. Alors la dernière phrase demandera à être lue ou l'avant-dernière est relue. Alors on a parlé de ces fameux effets de dissuasion dans une émission précédente. Je ne sais pas si on va arriver à la localiser à nouveau. On avait parlé des règles d'un autre type, une organisation sans autorité. C'est en tout cas dans une de nos dernières émissions, la force de la dissuasion. On en arrive maintenant à parler de Mahatma Gandhi, de l'exemple qu'il a donné en Inde. On va voir comment le perçoit l'auteur. En Inde, le Mahatma Gandhi et ses partisans ont eu recours à la désobéissance passive généralisée pour saper le contrôle britannique sur le pays. La prohibition de l'alcool aux États-Unis est un autre exemple de loi immorale qui a été fondamentalement désobéie. Les niveaux élevés de désobéissance, le refus de la plupart des jurés de donner leur aval à l'agression légale, ainsi que certains actes de résistance violente, par exemple le fait de tarauder et de plumer les revenants, ont rendu la loi immorale, inapplicable. Les assemblées législatives ont fini par l'abroger pour tenter de sauver la face, car le fait d'avoir une loi inapplicable dans les livres contribue largement à détruire la légitimité de la classe dirigeante aux yeux de ses victimes. Partout où le peuple ne ressent aucune obligation morale de se conformer aux exigences de l'autorité, on voit ce qu'on pourrait faire avec ces masques, tout acte d'agression légale peut être ignoré. Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires autonomes est plus faible, la violence est parfois nécessaire pour faire échouer les actes d'agression légaux,
Si seules quelques personnes reconnaissent l'illégitimité de l'oppression légale, la résistance forcée se retourne souvent contre elle. Alors dites-moi comment tout ça vous parle. Alors César nous a donné l'expression d'émission silencieuse. Merci pour ta participation. Et puis, IZ et Giel, c'est juste un constat, c'est souvent plus facile, oui, tout à fait, de trouver le courage à plusieurs, d'où l'action collective, tout à fait. Maintenant, en l'absence, eh bien, soyons peut-être l'initiateur de l'action collective ou en tout cas, tâchons de mettre en route quelque chose. Merci en tout cas pour vos participations très précieuses. On va parler de là où il y a oppression, il y a toujours violence. Là où il y a oppression, il y a toujours violence. Elle est généralement unilatérale, les agents de l'autorité commettant la majeure partie ou la totalité de la violence. L'homme qui coopère passivement en prétendant être contre la violence récompense en fait la violence de l'État. Ça, il faut bien le comprendre. Lorsqu'un acte d'agression est commis, que ce soit par l'autorité ou par n'importe qui d'autre, la non-violence, par définition, cesse d'être une option. La seule question est de savoir si la violence agressive ne sera pas contestée ou si une force défensive sera utilisée pour la contrer. Dans tous les cas, la violence se produira. Alors, on en arrive au dernier paragraphe de cette émission déjà très dense. Bien sûr, les voleurs, les voyous et les assassins qui déclarent leurs crimes légaux, ce que tous les tyrans de l'histoire ont fait, qualifieront toujours de criminels et de terroristes tous ceux qui leur résistent. Comprenez bien la logique de cette affaire. Seuls ceux qui n'éprouvent aucune honte à être qualifiés de criminels parce qu'ils se sont débarrassés du mythe de l'autorité et reconnaissent que le terme loi est souvent utilisé pour essayer de caractériser quelque chose de mal comme quelque chose de bien, ont une chance de parvenir à la liberté. Encore une fois, de manière quelque peu ironique, plus il y aura de gens qui comprennent la propriété personnelle et la nature mythique de l'autorité et qui sont prêts à se battre pour ce qui est juste et à lutter contre ce qui est légal mais mauvais, moins la route vers la véritable civilisation, coexistence pacifique, sera violente. Et alors merci pour ta participation active, ça fait plaisir. La violence de l'État se meut en terrorisme d'État, tout à fait. Et puis, l'expression employée dans ce paragraphe, merci César, notre fidèle auditeur, violence, le terme de violence morale. Ben voilà encore une émission bien dense. Alors je ne vais pas résister à l'envie de vous partager 2 minutes que j'ai empruntées à la chaîne YouTube de Jeanne Traduction, qui sont empruntées elles-mêmes, un tout petit extrait d'une des émissions sur la loi naturelle de Marc Passio. Vous allez voir tout de suite les nombreuses ramifications qu'il y a avec le livre qu'on est en train de lire. Et je vous félicite évidemment les uns et les autres pour cette curiosité qui est en vous, pour cette envie d'apprendre, peut-être aussi de comprendre. Et donc, cette émission, je vais la rajouter à nos petits fichiers vidéo de façon à pouvoir vous la partager et puis, on passera encore une petite minute ensemble avant de se souhaiter une excellente soirée et de se donner, rendez-vous donc, dès, demain. Donc on va voir comment, ça marche, la vraie loi de l'attraction et son fonctionnement avec ce petit bout de vidéo. Donc je vous laisse pendant 2 minutes en compagnie de Marc Passio et puis on se retrouve tout de suite après. Entre la loi de l'homme et la loi naturelle, à la lumière de la loi naturelle, la loi de l'homme est à la fois non pertinente et inutile, car elle est soit redondante parce qu'elle est en harmonie avec la loi naturelle, soit complètement immorale parce qu'elle est en opposition directe avec la loi naturelle. C'est un système d'esclavage qui n'est pas nécessaire. Il y a une égalité en vertu de la loi naturelle, une égalité parfaite. Tout le monde a exactement les mêmes droits. Personne n'a plus ou moins de droits que les autres. De plus, puisque les droits ne sont pas créés par l'humanité,
Et puisqu'ils sont le droit de naissance de l'humanité, qui nous a été donné par le Créateur de l'univers, aucun être humain ou groupe d'êtres humains n'est en réalité capable d'accorder des droits à qui que ce soit. Aucun être humain n'est non plus capable de retirer des droits à quelqu'un d'autre. Tout le monde a les mêmes droits. Personne ne peut créer de nouveaux droits. Personne ne peut accorder un droit à quelqu'un qui est en réalité un tort. Cela n'existe pas, ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Un étatiste est donc un individu qui croit à tort qu'il existe une autorité dont sont investis certains êtres humains, leur donnant magiquement le droit de régner sur d'autres personnes. Cette autorité signifie que certaines personnes, que nous appelons gouvernements, ont, entre guillemets, le droit moral de donner des ordres à ceux qu'ils gouvernent, ceux qui sont sous leur juridiction, et que leurs sujets ou esclaves ont, entre guillemets, l'obligation morale d'obéir aux dictats arbitraires ou aux lois, entre guillemets, qui sont établies par leur maître. Plus simplement, un étatiste n'est rien d'autre que quelqu'un qui croit en la légitimité de l'esclavage. Inversement, un anarchiste, un vrai anarchiste en tout cas, est quelqu'un qui sait qu'il ne peut jamais y avoir de légitimité à l'autorité ou au gouvernement, parce que ces termes sont simplement des euphémismes pour la violence, l'esclavage et la coercition, qui sont toujours immoraux et en opposition à la loi naturelle. Alors voilà pour ce petit extrait, j'espère que vous avez clairement, compris que alors c'est pas la bonne diapo, à présent. J'espère que vous avez clairement compris que, sachant que la production du livre The Most Dangerous Superstition est bien antérieure à la vidéo de Marc Passio, qu'il est largement, pour ne pas dire plus, et Marc Passio ne s'en cache pas, inspiré du livre de Marc Passio. Tout à fait, nous sommes, de Bretagne, IZ, es-tu au GIEL? Alors, je ne vais pas engager une discussion plus avancée sur le thème, mais tu as bien capté. Averell, écho de et résonance de la résistance. Merci pour vos partages. Et puis, partage de Averell Dalton. Savez-vous qu'aux USA, il y a aussi un aviateur amateur, bah, je découvre, qui circule avec une banderole contre Biden. Même idée en même temps des deux côtés de l'Atlantique, tout à fait. Et puis Benjamin nous partage trivium, connaissance, compréhension, sagesse. Tout à fait intéressant. Heu, Connaissance, compréhension, sagesse. Et puis encore, alors bonsoir Averell Dalton, merci de nous avoir rejoints. Et puis, autre réflexion de Benjamin: «La justice dévoyée par l'ivresse du pouvoir», tout à fait, légalise leurs crimes et se transforme en bouclier d'impunité lorsqu'ils sont sur le banc des accusés. Je vois que vous faites très bien la relation avec notre situation présente et les idées développées ô combien brillamment par l'auteur de ce livre dont je vous rappelle, et nous n'en sommes pas peu fiers, que nous sommes maintenant en capacité de le mettre à votre disposition grâce à ce lien de téléchargement que vous avez à l'écran. N'hésitez pas à en faire un copier-coller et à télécharger ce livre. Il est dans la version définitive. Vous avez dès à présent dans cette version-là à la fois les liens vers toutes les vidéos que nous avons produites et les deux qui nous restent à produire demain et après-demain. Et donc, n'hésitez pas à télécharger ce livre et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site que je vous ai indiqué un petit peu plus haut de l'Arkenrose, et puis éventuellement de passer par un traducteur pour vous exprimer vers lui en anglais et le remercier si vous en sentez en tout cas l'utilité, mais moi ça me paraît très utile de remercier pour cette production ô combien importante pour nous tous. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour nos 2 dernières émissions? Eh bien, des thèmes, encore tout à fait passionnants pour continuer à nous muscler, à bien comprendre ce changement de croyance que, pour certains d'entre nous, nous sommes en train d'opérer. Demain, on va évoquer les effets secondaires du mythe de l'autorité et puis on va évoquer ce qui aurait pu arriver. Et puis, il nous restera une ultime émission, ne la manquez pas, ça sera la dernière de cette grande série de rencontres. Eh bien, jeudi, on évoquera l'acceptation de la réalité, la punchline revue et corrigée. Il y aura une dédicace
vous comprendrez, je l'ai trouvée assez rigolote à lire. Et puis, à propos de l'auteur, on vous rappelle évidemment le lien vers son site. Et puis, c'en sera fini de nos 20 rencontres dans cette période d'été. J'espère que pour toutes et pour tous, ça aura été instructif. Peut-être, qui sait, l'amorce ou déjà la mise en place de changements. Merci My Love d'être parmi nous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi. C'est sympa de passer nous voir. Et donc, nous voilà en fin d'émission à 15 personnes. Alors, le prochain rendez-vous, évidemment, je vous le remets à l'écran. Prochain rendez-vous, c'est dès demain soir à 21h30. Donc, demain, nous serons mercredi. Et comme vous l'indique notre sommaire actuellement à l'écran, eh bien, demain, nous serons le 30 août, avant-dernier jour du mois. Donc, prochain rendez-vous, mercredi 30 août à 21h. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous pour vos riches partages. Benjamin, tu y as largement contribué. Et puis, My Love nous dit je vais me faire un plaisir de voir la rediffusion. Eh bien, ça va être un plaisir partagé. Plus vous serez nombreux à voir, et plus évidemment, on aura à tort ou à raison l'impression d'avoir été utile. En tout cas, c'est la contribution que nous souhaitions apporter. Et donc, je vais vous laisser en compagnie de l'indicatif final, non sans vous rappeler notre prochain rendez-vous, mercredi 30 août à 21h, pour encore des thèmes passionnants que vous avez sous les yeux, qui sont les effets secondaires du mythe et puis ce qui aurait pu arriver. Alors les amis, excellente soirée. À tout bientôt pour nos 2 dernières émissions. Merci à vous d'avoir été parmi nous ce soir. Excellente soirée et à tout bientôt. Qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.